Donc, dans la première partie du cours, on a étudié des suites de matrices et en particulier, on a étudié un cas particulier de suite de matrices qui sont les matrices géométriques, les suites de matrices géométriques. Et on a étudié quelques problèmes dont j'ai donné le corrigé la semaine dernière. Mais tous ces problèmes étaient ce qu'on appelle des problèmes déterministes, c'est-à-dire des problèmes où on a une évolution, mais qui est entièrement déterminée au cours du temps par certaines propriétés, certaines conditions. Ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours, qui s'appelle marche aléatoire, c'est encore des problèmes d'évolution, mais des problèmes d'évolution avec un facteur de hasard, avec un facteur aléatoire en plus. C'est-à-dire que les choses vont évoluer, mais les choses vont évoluer de façon aléatoire, pas de façon déterminée. On ne sait pas à l'avance comment vont évoluer les choses. Et donc évidemment, il est hors de question de décrire précisément comment les choses vont évoluer, mais par contre, on va essayer de déterminer quelles sont les probabilités que les choses évoluent dans un sens ou dans un autre. Donc là, on va plus s'intéresser vraiment aux valeurs prises par les données qui nous intéressent, mais par la probabilité qu'elles prennent telle ou telle valeur au cours de l'évolution de ce qu'on étudie. Alors, je vous avais demandé pour aujourd'hui donc de regarder ce petit exemple qui illustre bien tout ce qu'on va voir. Donc, on va le faire très en détail et après, j'irai beaucoup plus vite sur le cours. Je pense qu'il est bien plus important que vous ayez bien compris sur cet exemple comment ça fonctionne. On va voir tout le vocabulaire sur cet exemple, je le rappellerai après sur le cours, mais vraiment, c'est beaucoup plus parlant si on a cet exemple en tête. Donc là, je vous ai remis ce qui est dans le cours. Donc, ayez le polycopier à côté de vous, ça sera plus simple, notamment pour suivre, pour garder toujours ce schéma en tête. Donc, on part du jeu suivant. Vous avez un carré avec 4 sommets, S1, S2, S3, S4. On place un pion initialement sur le sommet S1, et on va lancer une pièce. Si on tombe sur pile, alors on déplace le pion au sommet suivant, dans le sens des flèches. Donc si on est sur S1 et qu'on a pile, on va aller sur S2. Par contre, si on obtient face, on va rester sur le sommet où on est. Donc par exemple, si on est sur S1, on va rester sur S1. Si on lance, qu'on obtient pile au premier lancer, on va passer sur S2. On relance la pièce. Si au deuxième lancer, on obtient face, on va rester sur S2. Alors que si on obtient pile, on va passer sur S3. Etc. Et donc, ce qui nous intéresse, le type de question qu'on va se poser, c'est par exemple, quelle est la probabilité que, après 10 lancers de pièces, on se trouve sur le sommet S1, ou bien on se trouve sur le sommet S3. Sachant que se trouver sur le sommet S1 au bout de 10 lancers, ça peut se faire de plein de façons différentes. On peut par exemple imaginer qu'on a tout le temps eu face, et donc on est tout le temps resté sur le sommet S1. Mais on peut aussi imaginer qu'on a eu 4 fois pile, on a fait un tour complet, on est revenu sur S1, puis à nouveau 4 fois pile, on a fait un deuxième tour complet, on est revenu sur S1, et puis 2 fois face, on reste sur S1. Donc il y a plein de façons différentes d'être sur S1 au bout de 10 fois, et nous ce qu'on veut essayer, c'est pas de décrire toutes ces façons, mais c'est de déterminer quelle est la probabilité que ça arrive. Alors, pour ça, on introduit un certain nombre de notations, donc on va appeler grand AN l'événement après le nème lancé, le pion se trouve au sommet S1. Alors, je vais le faire dans l'exemple avec S1, on pourrait faire exactement, enfin en détail avec S1, on peut faire la même chose avec S2, S3, S4. Donc, on définit de même BN, CN et DN, c'est être sur le sommet S2 après N lancé, sur le sommet S3 après N lancé, sur le sommet S4 après N lancé. Donc, A correspond à S1, B correspond à S2, C correspond à S3 et D correspond à S4. Et on va noter avec des petites lettres leur probabilité. Donc, petit AN, c'est la probabilité de grand AN, petit BN de grand BN, et ainsi de suite. Et comme initialement le pion se trouve sur le sommet S1, on convient de poser petit a indice 0 égale 1 et tous les autres égale 0. Voilà, puisqu'on est certain qu'au début, on est sur le sommet S1. Alors, la première question qu'on vous posait, c'était de déterminer petit a1, petit b1, petit c1, petit d1, puis la même chose pour n égale 2. Donc, pour n égale 1, on peut le faire, j'ai envie de dire un petit peu comme ça à la main, en réfléchissant, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, l'événement grand A1, qu'est-ce que c'est? C'est le pion se trouve sur le sommet S1 après le premier lancer. Donc, quand est-ce que ça arrive, ça? Ben, ça arrive si on est resté sur S1. Et rester sur S1, ça veut dire qu'on a obtenu face au premier lancer. Et la probabilité que ça arrive, puisqu'on a supposé que la pièce était équilibrée, c'est 1,5.
Donc petit A1, ça vaut 1,5. De la même façon, l'événement grand B1, c'est le pion se trouve sur le sommet S2 après le premier lancer. Donc pour qu'il aille sur S2, ça veut dire qu'au premier lancer, on a obtenu pile. Et ça, la probabilité d'obtenir pile au premier lancer, c'est 1,5. Et par contre, si on se trouve sur le sommet S1, au premier lancer, pas au tout début, ici, on ne peut pas atteindre le sommet S3 ou le sommet S4. Il faut que je prenne la petite main, voilà. Si on est sur S1 ici, après un lancer, soit on reste sur S1 parce qu'on a eu face, soit on passe sur S2 parce qu'on a eu pile, mais en un lancer, on ne peut pas aller sur S3 ou sur S4. Donc, la probabilité de grand C1 et de grand D1 elles vont être nulles. On ne peut pas être sur S3 ou sur S4. Donc, c'est petit C1, c'est D1, pardon, ici, il faudra que je corrige. Ici, c'est pas B1, c'est D1. Pas très pratique leur crayon. Donc, petit C1 égale petit D1 égale 0. C'est bon jusque-là? Oui, ça vous paraît clair? Très bien. Alors, maintenant, pour A2, B2, C2, D2. Là, c'est un peu moins évident. Et pour le faire, pour les trouver, on va faire un arbre pondéré comme vous avez appris à faire avec Madame Gouillet ou avec moi en tronc commun, en obligatoire. Donc, je fais un arbre dans lequel je mets qu'est-ce qui peut se passer après un lancer? Après un lancer, on peut être soit sur le sommet S1, donc ça veut dire qu'on a eu face, soit sur le sommet S2 si on a eu pile. Donc on n'a que deux événements possibles après un lancer, c'est A1 et B1. Et après deux lancers, eh bien, si on suppose que A1 est réalisé, donc ça veut dire qu'on est resté sur le sommet S1. Dans ce cas-là, on relance la pièce, eh bien, soit on a face et on reste sur le sommet S1, donc c'est l'événement A2, soit on a pile et on passe sur le sommet S2, c'est l'événement B2. Ou bien on avait eu pile au premier lancer, et donc dans ce cas-là, on était passé sur le sommet S2, donc l'événement B1 est réalisé. Et au deuxième lancer, soit on obtient face, et dans ce cas-là, on reste sur le sommet S2, ce qui correspond à l'événement B2, soit au bout du deuxième lancer, pour le deuxième lancer, pardon, on a eu pile, et donc dans ce cas-là, on avance encore, et on passe sur le sommet S3. Donc on a l'événement C2. Et donc, grâce à cet arbre de probabilité, on va pouvoir calculer les probabilités qui nous intéressent grâce à la formule des probabilités totales. Donc, je regarde sur mon arbre, j'ai combien de chemins qui mènent à l'événement A2? J'en ai qu'un. Il faut avoir fait face aux deux lancers. Pour rester sur le sommet S1 après deux lancers de pièces, il faut avoir eu face et face. Donc, du coup, d'après la formule des probabilités totales, petit A2, c'est-à-dire la probabilité de grand A2, c'est 1,5 fois 1,5 égale 1/4. Ensuite, si on regarde combien de chemins mènent à B2. B2, vous avez deux chemins qui y mènent, soit on a eu soit on a eu face puis pile, soit on a eu pile puis face. 1,5, 1,5 pour chacune, ça s'ajoute, puisqu'il y a deux chemins, donc ça va faire 1/4 plus 1/4 égale 1,5. Et puis pour C2, vous avez vu qu'il n'y avait qu'un seul chemin, donc c'est la même probabilité que pour A2. Et enfin, D2, lui, n'apparaît pas sur l'arbre, parce qu'il n'est pas possible en seulement deux lancers d'atteindre le sommet S4, donc sa probabilité est nulle. Donc voilà nos quatre probabilités, 1/4, 1,5, 1/4 et 0. Ça va jusque-là? Vous suivez? Donc ça, c'est du cours d'enseignement obligatoire, du cours de probabilité conditionnelle. Alors, deuxième question qu'on vous posait, c'était déterminer la probabilité de l'événement AN plus 1, sachant l'événement AN, puis pareil avec BN plus 1, sachant AN, etc. Donc, quelle est la probabilité, sachant que l'événement AN est réalisé, d'avoir AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, DN plus 1? Donc, dire que l'événement AN est réalisé, ça veut dire qu'après N lancers de pièces, je me trouve sur le sommet S1. Et donc, si je me trouve sur le sommet S1, qu'est-ce qui peut se passer? Soit j'obtiens face et je reste sur S1, soit j'obtiens pile et je passe sur S2. Mais en tout cas, je ne peux pas atteindre ni S3 ni S4. Donc ça, en termes de probabilité conditionnelle, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, en termes de probabilité conditionnelle, ça veut dire que soit on a obtenu pile,
soit on a obtenu face, et on est resté sur le sommet S1, donc ça veut dire que l'événement AN plus 1 est réalisé, sachant que AN était réalisé, 1,5. Soit on a obtenu pile, et donc on a avancé du sommet S1 vers le sommet S2, probabilité 1,5, et les deux autres probabilités conditionnelles sont nulles, parce qu'on ne peut pas, si on est sur le sommet S1, donc si AN est réalisé, on ne peut pas atteindre ni S3, pardon, ni S4. Donc voilà pour ces probabilités conditionnelles. Et alors, ce qui va caractériser ce qu'on va appeler les marches aléatoires, c'est le fait que ces probabilités conditionnelles sont des nombres qui ne dépendent pas de n. Donc, qu'on soit sur le sommet AN après 1 lancé, après 10 lancés, après 1000 lancés, la probabilité, si on est sur S1, de rester sur S1, c'est toujours 1,5. Si on est sur S1, de passer sur S2, c'est toujours 1,5. Si on est sur S1, de passer sur S3, c'est toujours nul. Quel que soit le nombre de lancers qu'on ait fait avant. Donc ça, c'est caractéristique de ce qu'on va appeler les marches aléatoires. Et donc, ces probabilités conditionnelles, c'est ce qu'on appelle les probabilités de transition. Donc, on verra que dans une marche aléatoire, on ne parlera pas d'événements, on parlera d'état. D'ailleurs, là, mon vocabulaire n'est pas très bien choisi. En fait, on ne passe pas de l'état AN à l'état AN plus 1, on passe de l'état être sur le sommet S1 à être sur le sommet S1, S2, S3, S4. Ça ne dépend pas de N, justement. Donc, c'est vraiment la chose fondamentale, c'est que ces probabilités de transition ne dépendent pas de N. Alors, on va voir qu'à ce type de situation, donc ce qu'on va appeler des marches aléatoires, on va associer deux objets. Un objet géométrique qu'on appelle un graphe et un objet matriciel qui sera ce qu'on appelle la matrice de transition de la marche aléatoire. Donc le graphe, c'est assez simple. C'est l'idée de schématiser nos différents états, donc ici ce sont les 4 sommets du carré, et de symboliser par des flèches les transitions, les passages qui sont possibles avec les probabilités associées. Donc ici, si on est sur le sommet S1, soit on obtient face et on reste sur le sommet S1 avec une probabilité 1,5, soit on obtient pile et on passe sur le sommet S2 avec une probabilité 1,5. Et en fait, ça, c'est la même chose quel que soit le sommet. Donc ici, vous avez un graphe qui est très symétrique, mais ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Tous les graphes ne seront pas aussi symétriques que celui-là. Là, ici, c'est juste la symétrie de la situation qui fait que c'est comme ça. Donc ce graphe, c'est un graphe qui nous dit à chaque instant n, c'est-à-dire après n'importe quel lancer, si je suis sur un certain sommet, quelle est la probabilité de passer sur les autres? Alors, vous remarquerez que, en fait, j'ai pas mis toutes les possibilités, j'ai mis toutes les possibilités réelles, mais je n'ai pas mis toutes les probabilités conditionnelles. Par exemple, j'ai pas mis de flèche de S1 vers S3. Alors, je pourrais en mettre une, mais du coup, je mettrais comme probabilité 0. Alors, si on le fait, c'est correct, mais ça va alourdir le graphe pour rien. Donc, toutes les probabilités nulles, on ne les met pas sur le graphe, parce que ça donne quelque chose de beaucoup plus lisible, et de toute façon, elles n'interviendront pas dans la suite. Donc, on met que les probabilités de transition qui sont non nulles sur ce graphe. Et donc, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a une probabilité nulle de transition de S1 vers S3 ou de S1 vers S4, etc. Alors, la deuxième façon, donc ça c'est ce qu'on appelle un graphe probabiliste. La deuxième façon de traduire les données de cet énoncé, donc de modéliser notre marche aléatoire, c'est à l'aide d'une matrice. Donc, dans cette matrice, on va aussi mettre les probabilités de transition. Cette matrice, en général, on va l'appeler dans le cours grand M. Donc, elle est composée de coefficients M indice IJ, où M indice IJ, ça va être la probabilité de transition du sommet SI vers le sommet SJ. Alors, attention, l'ordre est très important. Vous voyez que sur le graphe ici, la probabilité d'aller de S1 vers S4, elle est nulle. Alors que la probabilité d'aller de S4 vers S1, elle est égale à 1,5. C'est ce qui est symbolisé par les flèches. Et donc ça, il faut faire très attention quand on va remplir la matrice de transition, la matrice M, de bien savoir dans quel sens on va, de quel sommet vers quel sommet. Donc ici, on nous dit que MIJ, c'est la probabilité de passer du sommet SI vers le sommet SJ. Donc I, on sait que c'est les indices de ligne pour les matrices, et J, ce sont les indices de colonne.
Donc ça veut dire qu'une matrice de transition, ça se lira de la ligne vers la colonne. Donc précisément, ici, par exemple, pourquoi je mets 1,5 ici? Parce que la probabilité, si je suis sur le sommet S1, de passer vers le sommet S1, c'est 1,5. Si je suis sur le sommet S1 d'aller vers le sommet S2, c'est 1,5. Si je suis sur le sommet S1 d'aller vers le sommet S3, c'est 0. Donc en fait, ce que je mets ici sur la première ligne, ce sont toutes les probabilités de transition partant du sommet S1, d'aller soit vers S1, soit vers S2, soit vers S3, soit vers S4. Et puis on reproduit ça sur la deuxième ligne, ici. On va mettre les probabilités de transition d'aller du sommet S2 vers les autres sommets. Donc ici, le 0 qui est là, c'est la probabilité d'aller de S2 vers le sommet S1. Ensuite, de S2 vers S2, de S2 vers S3, et ainsi de suite. Donc c'est une autre façon de donner la même chose que ce graphe, mais sous forme d'une matrice. L'avantage, c'est qu'on va voir que cette matrice, elle va nous permettre de faire des calculs. Et c'est elle qui va nous permettre de calculer les probabilités dont j'ai parlé tout à l'heure. Le graphe, c'est pratique, c'est bien pour voir les choses, ça permet de bien visualiser les choses. Mais pour faire les calculs, c'est la matrice de transition qui va être indispensable. Donc, ne vous trompez pas dans l'ordre, hein, on part de la ligne et on va vers la colonne. Donc, le sommet S1 vers le sommet S1, le sommet S1 vers S2, etc. Donc, par exemple, le 0 qui est ici, veut dire que la probabilité d'aller du sommet S4 vers le sommet S3 est nulle. Je ne peux pas, si je suis sur S4, en un coup aller sur S3. Ça va? C'est bon, c'est clair? Pas de questions? Alors, on continue avec donc cette matrice M, c'est ce qu'on appelle la matrice de transition associée à notre graphe ou à notre marche aléatoire. Alors, dernière question. Donc, on va introduire une matrice ligne, Pn, qui contient les 4 probabilités des 4 événements qui m'intéressent, donc les 4 nombres, petit an, petit bn, petit cn, petit dn. Donc cette matrice, c'est ce qu'on appelle l'état probabiliste après n lancés. Donc elle décrit, après n lancés, quelle est la probabilité d'être sur le sommet S1, d'être sur le sommet S2, d'être sur le sommet S3 et d'être sur le sommet S4. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est cette matrice Pn. Alors, première question, on vous demandait de déterminer P0, puis de justifier que P indice n plus 1 est égal à P indice n fois la matrice grand M. Alors, la première question, c'est évident. P0, on sait que initialement, on est sur le sommet S1, donc avec certitude, on a A0 qui est réalisé, c'est ce qu'on a dit, petit A0 égale 1, et les autres sont nuls. Donc voilà la matrice de l'état initial. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'état probabiliste initial. Alors maintenant, le truc fondamental, ça va être cette relation Pn plus 1 égale Pn fois M. Alors, d'où ça vient? Eh bien là encore, pour le prouver, on va faire l'arbre de probabilité. Hein, en gros, cette relation, elle nous dit que pour passer de l'état probabiliste n, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'instant n, après n lancé, à ce qu'il se passe après n plus 1 lancé, il va suffire de multiplier par la matrice grand M à droite. Donc pour montrer ça, on va faire, comme tout à l'heure pour calculer A2, un arbre de probabilité. Alors, sauf que, contrairement à tout à l'heure, maintenant, à l'instant n quelconque, eh bien, j'ai a priori les 4 possibilités. Sachant qu'éventuellement, il peut y avoir certains nombres ici qui sont nuls. Ça, c'est pas grave. Donc j'ai mis les 4 possibilités. Après n lancé, je peux être soit sur le sommet S1, c'est-à-dire grand AN est réalisé, soit sur le sommet S2, soit sur le sommet S3, soit sur le sommet S4. Et ça se passe avec des probabilités petit an, petit bn, petit cn, petit dn. Par contre, les probabilités de transition, elles ne dépendent pas de l'instant n. Ici, si je suis sur le sommet S1, eh bien, soit j'obtiens face et je reste sur le sommet S1 avec une probabilité 1,5, soit j'obtiens pile et je passe sur le sommet S2 avec une probabilité 1,5. Alors, j'ai pas mis les autres possibilités parce qu'elles ont une probabilité nulle. Là encore, ça va surcharger l'arbre. Donc, pareil pour les autres, si je suis sur le sommet S2, soit j'obtiens face et je reste sur S2 avec une probabilité 1,5, soit j'obtiens pile et je passe sur le sommet S3 avec une probabilité 1,5.
Si je suis sur S3, soit j'obtiens face et je reste sur S3, soit j'obtiens pile et je passe sur S4. Et si je suis sur S4, soit j'obtiens face, je reste sur S4, soit j'obtiens pile et je passe sur le sommet S1. On boucle au niveau du carré. Donc voilà l'arbre de probabilité qui va nous permettre d'exprimer les probabilités des événements grand AN plus 1, grand BN plus 1, etc. en fonction des petits AN, petits BN, petits CN. Donc par exemple, si je regarde sur cet arbre, combien y a-t-il de chemins qui aboutissent à grand AN plus 1? Eh bien, il y a ce chemin-là, ici, c'est-à-dire on était sur le sommet S1, puis on y reste, parce qu'on a obtenu face, ou bien il y a ce chemin ici. Ce chemin, ça veut dire on était sur le sommet S4, et on a obtenu pile, donc on est allé sur le sommet S1. Ce sont les deux seuls chemins, et donc d'après la loi des probabilités totales, eh bien la probabilité de AN plus 1, de grand AN plus 1, c'est AN fois 1,5 plus DN fois 1,5. Ce qu'on peut donc écrire sous cette forme-là. Et puis si on fait pareil pour les autres, on obtient les trois autres possibilités pour BN plus 1, pour CN plus 1 et pour DN plus 1. Donc ça, c'est juste la traduction de cet arbre de probabilité. Par exemple, BN plus 1, j'ai deux chemins, soit ce chemin-là, 1,5 de AN, soit ce chemin-là, 1,5 de BN. Donc ça justifie cette probabilité. Puis c'est pareil pour les autres. Alors du coup, si on regarde notre état probabiliste à l'instant n plus 1, par définition, c'est donc la matrice ligne formée des nombres AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, DN plus 1. D'après le calcul qu'on vient de faire, AN plus 1, ça vaut AN plus DN sur 2. BN plus 1, ça vaut AN plus BN sur 2. CN plus 1, ça vaut BN plus CN sur 2. Et DN plus 1, ça vaut AN plus DN sur 2. Cette matrice ligne, on peut l'exprimer uniquement en fonction de AN, BN, CN, en multipliant par une certaine matrice ici à droite. Et si vous regardez, par exemple, pour obtenir le premier coefficient, il va falloir que je multiplie ce coefficient par 1,5, celui-ci par 0, celui-ci par 0 et celui-ci par 1,5. Alors attention, comme ici je multiplie à droite, ces nombres, je les mets dans la colonne. Ça va faire AN fois 1,5 plus BN fois 0 plus CN fois 0 plus DN fois 1,5. Oui, Jeanne, une question? Non, c'est bon? Ah non, ça date, ce truc. Ok. Et donc, pareil pour les autres colonnes. Donc, dans chaque colonne, on va mettre les coefficients nécessaires pour obtenir ce qui est ici. Donc, ça nous donne ça. Et si vous regardez, eh bien, cette matrice ici, oui, Jeanne, pour le deuxième égal, celui qui est là, DN plus 1 est pareil que AN plus 1. Ah, alors je me suis peut-être trompé. Ah oui, effectivement, c'est un CN, merci. C'est un CN, je me suis trompé en écrivant, donc là, il faudra corriger ici. Ici, c'est pas un AN, c'est un CN. Merci beaucoup, Jeanne. On corrigera. Et par contre, ça, c'est bien juste, hein, puisque là, j'ai mis 1,5 fois CN plus 1,5 fois DN. Donc là, c'est bon. Merci beaucoup. Donc du coup, je m'aperçois ici que j'obtiens exactement la matrice M, et c'est pas étonnant parce que d'où viennent ces coefficients? Tous ces coefficients qui multiplient AN et BN, ils viennent des probabilités conditionnelles qu'on a ici. Et ces probabilités conditionnelles qu'on a ici, par définition, c'est exactement ce qu'on a mis dans la matrice de transition. Alors, les nombres qu'on a mis là, c'est exactement comme ça qu'on a construit la matrice de transition. Donc ça explique qu'on retrouve cette matrice. Alors, un petit bug. Voilà. Et donc, on obtient Pn plus 1 égale l'état à l'instant n fois la matrice grand M. Alors, ça c'est bien, ça c'est même parfait, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que la suite Pn, c'est une suite géométrique de matrices lignes de raison grand M, puisqu'on a montré qu'on a la relation Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc ça caractérise les suites géométriques de matrices en ligne, où dans ce cas-là, on multiplie par la raison à droite.
Donc, d'après la formule du cours, je sais que dans ce cas-là, j'ai Pn égale P0 fois m puissance n. Et donc, à partir de ça, je vais pouvoir calculer n'importe quel état probabiliste. Puisque je connais P0, je connais grand M, il suffira de calculer ce produit. Donc, pour retrouver les résultats de la question 1, eh bien, pour P1, je fais P0 fois m puissance 1, donc fois m. Et vous pouvez faire le calcul, on obtient exactement 1,5, 1,5, 0, 0, ce qu'on avait trouvé. Et pour P2, on fait P0 fois m carré. Pareil, vous prenez vos calculatrices, vous vérifierez que ça fait bien 1 quart, 1,5, 1 quart, 0, qui étaient les résultats de la question 1. Donc on retrouve exactement les résultats qu'on avait trouvés dans la première question. Alors, pour terminer cet exemple, on nous dit déterminer la probabilité que le pion soit sur le sommet S1 après 5 lancers, et puis qu'il soit sur le sommet S1 après 10 lancers. Donc, on doit calculer A indice 5 et A indice 10. Probabilité d'être sur le sommet S1 après 5 lancers, et probabilité d'être sur le sommet S1 après 10 lancers. Donc, pour calculer A5 et A10, on va calculer les états probabilistes P5 et P10. Pour P5, on fait P0 fois m puissance 5. Donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve 7 états probabilistes, cette matrice ligne. Donc, ici, je lis A5. Donc, la probabilité d'être sur le sommet S1 après 5 lancers, c'est 3/16e. Et pareil, pour P10, je calcule P0 fois m puissance 10. Dans ce cas-là, je trouve cette matrice ligne. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ici le 1 quart. La probabilité d'être sur le sommet S1 après 10 lancers est égale à 1 quart. Là, il faudra corriger ici, c'est à 10 et pas à 5. D'accord? Et donc, vous voyez finalement que là, que ce soit après 5 lancers, 10 lancers ou 50 lancers, pour nous, c'est pas plus compliqué à calculer. Bon, évidemment, il y a un gros calcul matriciel à faire, mais ça, c'est la calculatrice qui s'en charge. Et donc, là, on peut maintenant calculer comme ça les probabilités après autant de lancers qu'on veut. Il suffit qu'on calcule, on fasse ce calcul-là. Et c'est aussi simple pour 5, pour 10 ou pour 20. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? Pas de questions? Non? Très bien. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ensemble la suite du cours. Donc là, je sors du diaporama. Et bon, vous l'avez sous les yeux, mais je vais le mettre en ligne. Voilà, le cours. On va regarder ensemble. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà. Donc, pour qu'on ait sous les yeux le cours. Donc. Ah, bah, ok, donc faites votre zoom. Donc là, on vient de traiter cet exemple en détail, ok? Alors, maintenant, on va poser les définitions, mais voilà, pour bien comprendre les définitions, référez-vous toujours à l'exemple qu'on vient de faire. S'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, posez-vous toujours la question, ça correspond à quoi dans l'exemple qu'on vient de faire? Et vous verrez que ça sera beaucoup plus clair. Donc, définition 14, on prend un certain ensemble G, E1, E2, En, qui contient n éléments, avec n au moins égale à 2. Donc, dans notre exemple, cet ensemble, c'était les 4 sommets du carré. Et définir une marche aléatoire sur cet ensemble G, c'est définir une suite de variables aléatoires xn, telle que xn prend ses valeurs dans G, et pour tout couple ij dans 1n au carré, c'est-à-dire toute valeur de i et toute valeur de j entre 1 et n, la probabilité conditionnelle de xn plus 1 égale ej, sachant xn égale ei, est indépendante de n. Donc, dans notre exemple, une marche aléatoire sur notre carré, c'est simplement une position aléatoire sur l'un des 4 sommets qui va évoluer au cours du temps. C'est-à-dire après les lancers, après le premier lancer, après le deuxième lancer, etc. Donc après chaque lancer, j'ai une position sur mon carré, sur l'un des 4 sommets du carré, mais qui est aléatoire, que je ne peux pas prévoir. Donc c'est une variable aléatoire qui prend l'une des 4 valeurs S1, S2, S3, S4,
Et on l'a dit, ce qui est fondamental, c'est que les probabilités de transition sont indépendantes de la valeur de n. Donc ça définit ce qu'on appelle une marche aléatoire. Dans ce cas-là, les éléments E1, E2, En, donc pour nous c'était les sommets, c'est ce qu'on appelle les états de la marche aléatoire, et les probabilités conditionnelles d'un événement xn plus 1 égale EJ, sachant xn égale EI, sont appelées les probabilités de transition, ou on dit parfois aussi les probabilités de passage, de l'état EI vers l'état EJ. J'aurais dû être plus précis, hein, on passe d'un état vers un autre. On est dans un état, on va dans un autre. Donc ici, si xn égale EI, xn plus 1 égale EJ, c'est-à-dire qu'à l'instant n, j'étais sur l'état EI, et je passe à l'instant n plus 1 sur l'état EJ, avec une certaine probabilité. Cette probabilité conditionnelle, c'est ce qu'on appelle la probabilité de transition de l'état EI vers l'état EJ. Alors, de façon imagée, une marche aléatoire, vous pouvez la voir simplement comme un système dans lequel vous avez différents états, E1, E2, En, et puis on évolue entre ces différents états. On passe d'un état à un autre à chaque instant, ou on peut rester sur le même état, hein, avec une certaine probabilité. Et ce qui est fondamental, c'est que cette probabilité de passage, cette probabilité de changer d'état, ne dépend pas du temps, ne dépend pas de N. Elle est toujours la même. Et une autre façon de dire les choses, c'est de dire que ce qui se passe à l'instant N plus 1 ne dépend que de l'état à l'instant N. Et ça ne dépend pas de tout ce qui s'est passé avant. C'est ce que un peu je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Être sur le sommet 10, sur le sommet 1, pardon, pour mon carré à l'instant 10, ben, je peux le faire de plein de façons différentes. Je peux le faire en restant tout le temps sur le sommet 1, en ayant fait plusieurs tours de carré, puis en étant revenu sur le sommet 1. Mais si je sais que je suis sur le sommet 1 après 10 lancers, eh bien après 11 lancers, j'ai que deux possibilités. Soit je reste sur le sommet 1, soit je passe sur le sommet 2. Et peu importe ce qui s'est passé avant. D'accord? Donc c'est ça qui est vraiment fondamental comme idée. C'est l'idée que l'instant futur, ce qui va se passer juste après, ne dépend que de l'instant présent et pas des instants passés. Donc le futur, l'état futur, ne dépend que de l'instant présent, que de l'état présent, et pas des états antérieurs. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis ici. Alors dans toute la suite, à chaque fois que je parlerai de xn, c'est ma suite, c'est ma marche aléatoire, ma suite de variables aléatoires, sur un certain ensemble fini G. Alors, là, on va redonner simplement toutes les définitions qu'on a vues ensemble sur l'exemple. Donc, pour tout i entre 1 et n, AI, c'est-à-dire la probabilité que xn soit à l'état EI à l'instant n, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va noter AI, pardon, et on va regarder la matrice ligne Pn égale 1 à 2 à n, donc attention, ce AI, il dépend de n en fait, hein. Le AI, lui, il varie, hein, c'est pas le même à chaque instant. Donc cette matrice Pn, elle dépend de l'instant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état probabiliste à l'instant n. Donc ça nous donne quelle est la probabilité d'être dans l'état E1 à l'instant n, d'être dans l'état E2 à l'instant n, d'être dans l'état En à l'instant n. Remarque, P1 de 0, c'est ce qu'on appelle l'état initial du système. Alors, une marche aléatoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut se représenter par un graphe probabiliste, donc où on mettra tous nos sommets. Donc évidemment, vous, dans la pratique, vous n'en aurez pas 40 des sommets. Hein. En général, vous en aurez 2 ou 3. 4, comme on l'a fait là, c'est rare. En général, c'est 2 ou 3. Et on met des arcs ou des arêtes avec des flèches qui partent d'un sommet vers un autre avec la probabilité associée, la probabilité de transition associée. Et à une marche aléatoire, on peut associer aussi la matrice de transition, donc qui est la matrice qui nous donne les probabilités de passer d'un état EI vers un état EJ, toujours en allant de la ligne vers la colonne. Alors, petite remarque qui est importante, enfin qui n'est pas importante d'un point de vue théorique, ça ne vous aidera pas à résoudre des exercices, mais ça peut vous permettre de déceler des erreurs. Par définition, une matrice de transition, c'est une matrice qui contient, dans une même ligne, toutes les probabilités partant d'un état fixé d'aller dans les autres états. Ça, si on fait la somme de toutes ces probabilités conditionnelles, on obtient toujours 1. Donc si vous prenez une matrice de transition, pour une matrice de transition, la somme des lignes fait toujours 1.
C'est pas vrai de la somme des colonnes, attention, hein. Dans mon exemple précédent, c'est vrai pour les colonnes, mais c'est à cause de la symétrie du problème. Mais en général, la somme des colonnes ne fait pas toujours 1. C'est la somme des lignes. Donc si un jour vous écrivez une matrice de transition et que la somme de vos lignes, la somme de chaque ligne, n'est pas égale à 1, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vérifier quand on écrit une matrice de transition. C'est regarder est-ce que quand je fais la somme sur chacune des lignes, j'obtiens bien 1. Alors en mathématiques, il y a un mot pour désigner de telles matrices. Des matrices dont la somme des lignes vaut 1, c'est ce qu'on appelle une matrice stochastique en ligne. Alors, le théorème fondamental, c'est le théorème 19, qui nous dit que ce qu'on a observé tout à l'heure sur notre exemple du carré est toujours vrai, à savoir que si j'ai une matrice M, une matrice de transition de ma marche aléatoire, Pn l'état probabiliste à l'instant n, alors pour tout entier n, j'ai toujours la relation Pn plus 1 égale Pn fois m. Autrement dit, la suite des états probabilistes est une suite géométrique de matrices lignes de raison grand M, la matrice de transition. Alors, je ne fais pas la démonstration. La démonstration, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est la formule des probabilités totales. Vous avez vos n états possibles, puis après, vous regardez les n possibilités. Les probabilités de transition, ce sont les probabilités qui vont apparaître dans la matrice de transition. On écrit les probas totales et on obtient exactement ce qu'il faut. Donc, je ne vais pas le faire en toute généralité parce que ça n'a pas d'intérêt. On l'a vu sur l'exemple et ça marche toujours de la même façon. Et donc, corollaire fondamental, puisqu'on a une suite géométrique de matrices lignes, on a pour tout n, P indice n égale P0 fois m puissance n. Donc ça nous permet de calculer n'importe quel état probabiliste du moment qu'on connaît l'état initial et qu'on connaît la matrice de transition. Des questions? Non? Très bien. Alors, ensuite, on va faire ensemble cet exemple 21 ici. Donc, vous avez le poly, vous le gardez sous les yeux. Moi, je vais repasser sur mon diaporama où je vous ai rédigé la réponse. Alors, on revient sur le diapo. Oui, Sophie, je mettrai comme en obligatoire, je mettrai le diaporama, je mets toujours le diaporama et un autre fichier en format standard qui reprend tout ce qui est dans le diaporama. Donc, vous aurez, parce que le diaporama, c'est bien pour une présentation, mais c'est pas forcément l'idéal quand on veut lire. Donc voilà, mais je vous mets les deux. Je vous mets sur le site le diaporama et l'intégrale du diaporama repris dans un format A4 standard. Alors là, c'est un peu long. Tac, tac, tac. On va y arriver. Exemple 21, voilà. Alors, du coup, pour vous, c'est zoomé ici, c'est zoomé aussi, parce que vous avez zoomé. Donc, moi, je dézoome. Voilà. Alors, donc, cet exemple 21, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est une histoire de clients dans une agence bancaire. Donc, on a deux possibilités pour un client. Soit on est client d'agence, donc c'est-à-dire on a souscrit dans l'agence, on va gérer ses comptes bancaires dans l'agence. Soit on est un client Internet, on a souscrit son contrat par Internet et on gère tout par Internet. Et donc, on nous dit qu'au cours du temps, les proportions de clients d'agence et d'Internet vont évoluer. D'accord? Alors, donc, on nous donne la répartition initiale. Moi, je l'ai plus sous les yeux. De mémoire, c'est 92% et 8%. Et après, on nous dit que chaque année, il y a 5% des clients d'agence qui deviennent clients Internet et 1% des clients Internet qui deviennent des clients d'agence. Donc, on nous disait de représenter cette situation par un graphe probabiliste. Donc, ici, l'idée, c'est que vous avez deux états possibles. Soit être un client d'agence, soit être un client Internet. D'accord? Donc, un état, c'est vraiment ça. C'est l'état au sens premier du terme. C'est dans quel état je peux être. Ben, soit je suis un client qui est un client d'agence, soit je suis un client qui est un client Internet. Et donc, on va avoir ici un graphe probabiliste à deux états, grand A et grand I. Et donc, ça nous donne le graphe suivant.
Si on est client d'agence, on sait que dans 5% des cas, on va devenir client Internet. Donc vous avez ici une probabilité de transition de 5%, c'est-à-dire 0,05. Et donc ça veut dire que dans 95% des cas, on reste client d'agence. Donc ici, vous avez une boucle sur A, 95%. Et si on est client Internet, dans 1% des cas, on va devenir client d'agence. Donc c'est le 0,01 qui est ici. Et donc dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans 99% des cas, on va rester client Internet. Donc là, c'est le graphe probabiliste le plus simple à 2 états avec les probabilités de transition. Ensuite, on nous demandait l'état initial. Donc l'état initial, c'est ce qui est donné par la phrase en 2010, il y a 92% des clients qui sont des clients d'agence et 8% qui sont des clients Internet. Donc l'état initial, c'est 0,92, 92% et 0,08. Ensuite, on demandait la matrice de transition. Donc la matrice de transition, pour la voir, soit on lit le texte, soit on lit simplement le graphe probabiliste qui est ici. D'après ce graphe probabiliste, ici, je sais que je dois mettre la probabilité étant dans l'état A de rester dans l'état A. Donc ça, c'est la boucle 95%. Et ici, la probabilité étant dans l'état A de passer dans l'état B. Donc la probabilité étant dans l'état I, pardon. Étant dans l'état A, la probabilité de passer dans l'état I, c'est 0,05. On remarque tout de suite que la somme en ligne, ça fait 1. Ensuite, si je regarde sur ma deuxième ligne, c'est les probabilités de passage étant dans l'état I, de passer dans l'état A. Donc si on est dans l'état I, passer à l'état A, c'est une probabilité 0,01. Et si on est dans l'état I, de rester dans l'état I, une probabilité 0,99. Donc voilà ma matrice de transition. Là encore, je remarque en ligne, la somme fait bien 1. Alors, au niveau du graphe, dire que la somme fait 1, ça veut dire que toutes les flèches qui partent d'un même état ont une somme qui est égale à 1. Alors Sophie, tu dis, du coup, si on veut aller plus vite, on peut directement mettre le coefficient complémentaire dans la ligne. Oui, s'il n'y a que 2 états, comme ici, si c'est 0,95 ici, je sais que ici c'est 0,05, oui. Après, s'il y a 3 états, là je suis obligé d'avoir au moins 2 coefficients en ligne pour trouver le troisième. Mais effectivement, il suffit d'en avoir tous sauf 1 pour trouver le dernier. C'est vrai. Alors, dernière question, on nous disait de calculer P1, quel est l'état en 2011, donc il suffit de faire P1 égale P0 fois M d'après le cours, donc ça nous donne 0,8748 et 0,1252, donc ça veut dire que en 2011, au bout d'un an, on aura à peu près 87,5% des clients qui seront toujours des clients d'agence et à peu près 12,5% des clients qui seront devenus des clients Internet. Et ensuite, en 2015, donc 2015 c'est au bout de 5 ans, puisque 2015 c'est 2010 plus 5, donc on va calculer l'état P indice 5. On utilise la formule P indice 5 égale P0 fois M puissance 5. On prend sa calculatrice et on voit que ça fait environ 0,72 et 0,28. Donc ça signifie que en 2015, on aura environ 72% des clients qui seront des clients d'agence et 28% des clients qui seront des clients Internet. Y a-t-il des questions? Non? Très bien. Alors, du coup, maintenant, la dernière chose qu'on va étudier sur ces marches aléatoires, c'est le comportement quand n devient très grand. C'est-à-dire, quand n tend vers l'infini, est-ce que notre état probabiliste a un comportement qui varie, qui est fluctuant, ou est-ce qu'il a tendance à se rapprocher d'une certaine valeur? Est-ce qu'il y a un état probabiliste limite, en quelque sorte? Donc, est-ce que la suite des matrices lignes Pn a tendance à se rapprocher d'une limite, ou est-ce qu'elle a un comportement comme ça qui est totalement aléatoire? Alors, on va voir, c'est la dernière partie du cours, que essentiellement, dans la plupart des cas, le système va tendre vers un état particulier. C'est-à-dire que la suite Pn, en général, sauf des cas très particuliers, en général, elle a une limite. Donc, on revient sur le cours. Donc, je vous réaffiche le cours.
Alors, on zoome. Hop, enfin, vous zoomez de votre côté aussi. On passe sur la page 5, donc comportement asymptotique. Alors, avant de dénoncer le théorème fondamental, on va donner une définition, qui est la définition d'état stable. Donc, on suppose qu'on a une certaine marche aléatoire, qui est décrite par un certain graphe probabiliste et qui est associée à une certaine matrice M. Alors, dans ce cas-là, on appelle état stable du système n'importe quelle matrice ligne P à coefficient positif ou nul, dont la somme des coefficients est égale à 1, est telle que P égale P fois M. Donc, tout ça, là, coefficient positif ou nul dont la somme fait 1, c'est simplement pour être sûr que P est bien une matrice, est bien un état probabiliste. C'est-à-dire que ça décrit bien la probabilité possible, toutes les probabilités possibles pour le système. Et le côté stable, la stabilité, c'est ça, c'est cette relation P égale PM. Alors pourquoi est-ce que si une matrice ligne vérifie une telle égalité, on dit que c'est un état stable? Eh bien c'est ce que j'ai mis dans la remarque 23, simplement parce que si pour un moment, un certain instant K, votre système a une probabilité qui est décrite par l'état probabiliste stable P, alors quand vous allez calculer P indice K plus 1, donc par le théorème du cours, ça fait Pk fois M, mais Pk est égal à P, et on vient de dire que P fois M, c'est égal à P. Donc du coup, ça veut dire que Pk plus 1 est égal à P, et il est donc égal à Pk. Et quand on va recommencer, Pk plus 2, c'est Pk plus 1 fois M, donc c'est P fois M, donc c'est P, et etc. Donc ça veut dire que si jamais, à partir d'un moment, on rentre dans l'état probabiliste P, eh bien, on n'en sort plus. Donc on reste stable sur cet état probabiliste. Alors, je vous ai mis quelques exemples sous forme de questions. Donc là, je vais repasser sur mon diapo. Hop. Le temps que ça se charge. Voilà. Ok, je dézoome. Alors, exemple 24. Donc, pour la première question, il s'agissait de montrer qu'un certain état est stable. Pour ça, il suffit que vous vérifiez, soit à la main, soit à l'aide de votre calculatrice, que P fois M égale P. Donc, on ne va pas le faire, faites-le pour vérifier, vous verrez que ça marche. Hein. C'est bien un état stable. Donc, du moment que ça vérifie ça, et que c'est bien un état probabiliste, hein, on a bien la somme des chiffres qui fait 1, c'est bien un nombre positif, la somme fait 1, donc c'est bien un état stable. Alors, quels sont les états stables pour la matrice identité d'ordre 2? Eh bien, pour la matrice identité d'ordre 2, tous les états sont stables, tous les états probabilistes en tout cas sont stables, puisque quand vous faites P fois I2, ça donne P. Donc c'est une matrice dans laquelle tout est stable. Alors d'un point de vue, si vous réfléchissez d'un point de vue pratique, ou d'un point de vue graphe, la matrice identité, ça correspondrait à quoi? En fait, ça correspondrait à une matrice, enfin un système où vous avez deux états, disons A et B, et en fait où il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire que tout ce qui est dans A reste dans A, tout ce qui est dans B reste dans B. Donc c'est normal que tout soit stable, puisqu'en fait rien ne bouge. Alors ce qui était plus intéressant, c'était l'autre matrice, la matrice 0, 1, 1, 0. Quels sont les états stables pour cette matrice? Alors si je prends un état probabiliste AB, par définition, puisque ma matrice M c'est 0, 1, 1, 0, quand je fais P fois M, ça va me donner la matrice ligne BA, puisqu'on va avoir 0 fois A plus 1 fois B, donc ça fait B, puis après on va avoir 1 fois A plus 0 fois B, donc ça va faire A. Donc P fois M, ça fait BA. Et donc dire que l'état P est stable, dire que PM égale P, ça équivaut donc à dire que le premier coefficient ici A dans P égale le premier coefficient ici B dans PM. Donc on doit avoir A égale B,
Et pareil sur l'autre coefficient, mais l'autre coefficient, ça me donne B égale A. Donc finalement, les deux me donnent les mêmes conditions, A égale B. Donc un tel état est stable si et seulement si j'ai A égale B. Mais comme je sais en plus que c'est un état probabiliste, je dois avoir A plus B qui est égal à 1. Donc ça veut dire que le seul état probabiliste stable pour cette matrice M, c'est 1,5, 1,5. Puisque je dois avoir A égale B et A plus B égale 1, donc ça donne 2A égale 1, donc A égale 1,5. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Là encore, si vous réfléchissez en termes de graphe, elle correspondrait à quoi cette matrice? C'est un peu le contraire de l'identité. L'identité, vous aviez deux états A et B, et tout ce qui était dans A restait dans A, tout ce qui était dans B restait dans B. Là, c'est le contraire. Vous avez deux états A et B, mais à chaque instant, tout ce qui est dans A passe dans B, tout ce qui est dans B passe dans A. Donc, si vous voulez que ça soit stable, eh bien, il faut que les choses soient réparties en moitié-moitié. Si les choses sont moitié-moitié, à chaque instant, vous échangez tout, mais comme vous aviez la moitié dans A et la moitié dans B, quand vous échangez tout, ben vous avez toujours la moitié dans A, la moitié dans B. Puis vous recommencez, et ça reste toujours moitié-moitié. Et c'est la seule façon de faire. Vous avez fait la seconde question du 2. Attends, je reprends le poly parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Spécialité. Alors. Oui, là, oui, c'est ça. J'ai mis que c'était la 3, en fait, c'est la question du 2, oui, merci. Donc ça, c'est le 1, ça, c'est la première partie du 2, ça, c'est la deuxième partie du 2, pardon, c'est pas le 3. Hein. Donc oubliez le 3, là, c'est moi qui me suis trompé. Alors, ensuite, question 3, là on y vient. Vous avez donc une matrice P, on vous demande de montrer que c'est un état stable, et une matrice P', on vous demande est-ce que c'est un état stable. Donc pour la matrice P, pareil, il suffit de vérifier soit à la main, soit à la calculatrice que PM égale P. Et donc, c'est bien un état stable parce que c'est un état probabiliste. Quand vous faites la somme 14 sur 31 plus 12 sur 31 plus 5 sur 31, ça fait bien 1. Par contre, P', vous pouvez vérifier à l'aide de votre calculatrice que vous avez bien P', égale, P'M égale P', pardon. Mais cependant, P' n'est pas un état stable, car en fait, P', ce n'est pas un état probabiliste. Si vous regardez la somme des chiffres, ça va dépasser 1, puisque ça va faire 0,7 plus 0,6, ça fait 1,3, ça va faire 1,55. Donc attention, hein, pour qu'on ait un état probabiliste stable, il faut déjà que ce soit un état probabiliste. Bon, en général, on ne cherchera pas à vous piéger là-dessus, mais vous pensez toujours à vérifier ça. Pensez toujours à vérifier que l'état que vous avez, c'est bien un état probabiliste, c'est-à-dire que la somme des chiffres, que tous les chiffres sont positifs et que la somme fait bien 1. D'accord? Alors, bon, je ne vais pas repasser sur le poly parce qu'à chaque fois ça prend du temps, mais vous l'avez sous les yeux. Donc, le théorème fondamental du cours, c'est le théorème 25, enfin le théorème fondamental de cette partie du cours sur les états, sur le comportement asymptotique, pardon. C'est le théorème 25 qui nous dit que si l'évolution d'un système est décrite par un graphe probabiliste dont la matrice est M, si pour une certaine valeur de K, tous les coefficients de M puissance K sont strictement positifs, alors, d'une part, le système admet un unique état stable, et de plus, la suite des états probabilistes Pn converge vers cet état stable, et cela quel que soit l'état initial. Donc ça, c'est un théorème extrêmement fort, ce théorème 25. On est loin de pouvoir le démontrer. Enfin, si je vous ai fait la démonstration à la dernière page du poly, dans le cas où vous n'avez que deux états, dans le cas où le nombre grand N d'états est égal à 2, mais en règle générale, c'est assez compliqué à démontrer. Et c'est un théorème qui est très fort parce qu'il vous dit trois choses. Il vous dit, donc il suffit qu'il y ait une puissance de la matrice qui ne contient pas de zéro. Donc M peut avoir des zéros, M carré peut avoir des zéros, par exemple si M cube n'en a pas, c'est bon, le théorème s'applique. Si M cube en a mais que M puissance 4 n'en a pas, c'est bon, le théorème s'applique aussi. Donc il suffit de trouver n'importe quelle puissance de M qui n'a pas de zéro, et dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème. Et ce théorème nous dit qu'il y a un unique état stable, alors qu'on a vu que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la matrice identité, tout à l'heure, on a vu qu'elle avait une infinité d'états stables. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un unique état stable, et en plus, quel que soit votre état initial, quel que soit P0, la suite Pn va toujours converger vers P.
Donc, vous voyez que ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort, hein, parce que ça, il y a que d'où que vous partiez, vous finirez toujours par tendre vers P. Donc, voilà ce que nous dit ce théorème 25. Alors, remarque 26, ça peut arriver que la suite des états Pn ne converge pas. C'est le cas si vous prenez la matrice qu'on a vue tout à l'heure, la 0, 1, 1, 0. Et si vous prenez comme état initial 1, 0, donc cette matrice M, elle revient à échanger à chaque étape les deux nombres qui sont dans la matrice ligne. Donc en P1, vous allez avoir 0, 1, en P2, vous allez avoir 1, 0, et etc. Et donc, vous allez toujours alterner entre 1, 0, 0, 1. Donc il n'y a pas d'état stable. Et deuxième remarque, bon, ça c'est pas du tout au programme, mais juste à titre culturel, vous pourrez faire le test que non seulement la suite de matrices lignes Pn converge vers l'état stable, mais en fait, si vous regardez les puissances successives de la matrice M, donc si vous regardez la suite M puissance n, eh bien ça va tendre vers une matrice carrée dont toutes les lignes sont égales à P. Vous allez avoir une matrice limite qui est formée de lignes identiques, et toutes ces lignes sont égales à l'état stable du système, l'unique état stable du système. Alors, on termine par le dernier exemple. Exemple 20.